Alors c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines dans cette émission de cette potentielle aubaine due à la baisse des prix de l'immobilier en lien avec l'impôt sur la fortune immobilière. Et bien tiens, faut-il craindre ou pas une augmentation de l'IFI dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 ? C'est ce qu'inspire en tout cas le texte soumis par le gouvernement à l'article 49.3 qui retient donc une proposition des députés de NUPES qui modifie la base de calcul du LIFI qui donc pourrait mener dans la foulée à une augmentation de la cotisation de l'impôt payé dès l'année prochaine. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, on va rapidement rappeler un petit peu encore une fois la méthode de calcul de détermination de ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière avant d'en parler de son montant. Voilà, on se souvient que l'IFI est assis sur la valeur nette des actifs qui sont des immobiliers imposables à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. C'est donc une opération, un principe de valeur vénale d'un bien duquel on retire un certain nombre de dettes pour donner une valeur nette. Lesquelles dettes ? Alors, sont déductibles un certain nombre de dettes. Ce sont d'abord les dettes, c'est un compte de bilan, l'IFI. Donc c'est les dettes qui sont constatées à la date du 1er janvier. Ce sont ces dettes-là. Avec un champ de déduction qui est limité, il y a une liste limitative qui est donnée. C'est les dépenses d'acquisition des biens, les dépenses d'acquisition des parts ou actions, les dépenses de réparation ou d'entretien de charges, les dépenses d'amélioration, enfin les impositions qui sont liées à la propriété, telles que, on en avait parlé d'ailleurs, la taxe foncière et la taxe sur les locaux vacants. Voilà. Et l'IFI lui-même théorique. On fait un calcul avec l'IFI théorique, vous savez, on le retire pour avoir un IFI définitif. Bon, est-ce qu'il est possible de déduire n'importe quelle dette présente, justement, au passif de son bilan ? Qu'est-ce qu'on peut retirer ? Qu'est-ce qu'on peut défalquer ? Alors, la particularité du système actuel, peut-être avant d'en arriver là, c'est de considérer qu'on a deux types de déductions possibles. La première déduction, c'est que je détiens mon bien en direct, j'ai souscrit un emprunt, c'est facile, c'est compréhensible, je déduis l'emprunt restendu, c'est-à-dire le capital restendu à la date du 1er janvier. Ça, c'est facile. Quand c'est en revanche des biens qui sont détenus dans une société, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, je dois faire un calcul assez sommaire, je calcule la valeur de la société, je calcule la valeur de l'immeuble par rapport à la valeur de la société, ça me donne un prorata et c'est comme ça que je taxe. Ce qui fait que ce système fait que la déduction des dettes qui sont à l'intérieur de la société fait que je ne déduis pas exclusivement les dettes qui sont liées à l'immobilier que j'ai souscrit. Et c'est ce que veut certainement changer, c'est ce que la NUPES veut sûrement changer. Et donc, par l'intermédiaire d'une société, on a un actif, on a un passif qui va nous permettre peut-être de diminuer la base taxable de notre IFI. Ok. Et donc, alors quelles sont les dettes qu'on peut retirer et pas retirer en lien, encore une fois, avec cette proposition ? La première chose à savoir, et dont on ne se souvient pas toujours, c'est qu'on ne peut pas déduire les dettes d'optimisation. Les dettes d'optimisation, c'est la question des comptes courants. J'ai souscrit un bien au travers d'une société civile, j'ai prêté de l'argent à la société civile, ça s'appelle un compte courant. Et donc la valeur de ma société, ou la valeur de ce que je vais taxer, c'est moins la dette que j'ai moi-même contractée, pas tout à fait à moi-même. Et ça, l'administration n'aime pas ça, elle n'en veut pas. Si je peux démontrer que je ne l'ai pas fait par souci d'optimisation, ça passera. Mais évidemment, je rentre dans un débat, et ça, c'est pas difficile. Donc, c'est pas facile. Donc, les emprunts, en revanche, qui sont bien caractérisés pour acquérir le bien immobilier, eux, sont déductibles, ça, j'ai pas de sujet. Et les mécanismes aussi de dette pour racheter un bien immobilier qui appartient à un dirigeant, ça, on l'a vu aussi, ça ne marche pas non plus. Il faut donc bien que ce soit lié à cet immobilier taxable, et que je puisse le déduire. Juste pour qu'on comprenne bien, Jérôme, qu'est-ce qui pourrait changer l'année prochaine, concrètement, en matière d'IFI ? Une fois qu'on a dit tout ça. Une fois qu'on a dit tout ça, si cette mesure est adoptée, eh bien, ça va exclure du passif de l'IFI un certain nombre de dettes qui sont souscrites par les sociétés, mais qui ne le sont pas directement, qui ne sont pas afférentes directement à l'actif imposable. Entre les sociétés, c'est sociétés... Tout type de société. Ça peut être une société opérationnelle. Donc là, ça ne concerne l'IFI que des personnes qui ont du patrimoine via des sociétés, pas en direct. Alors, ça ne concerne que les personnes, ce changement ne concernera que les personnes qui détiennent des biens immobiliers au travers de sociétés. Soit que ce soit une société civile, j'allais dire classique, mais finalement, quand vous souscrivez un emprunt pour des meubles, eh bien ça, cette dette-là, elle ne devra plus rentrer dans la diminution de votre IFI relatif à l'immobilier. Et comme avant, vous faisiez un agrégat des dettes de la société pour déterminer la valeur de la société, puis ensuite vous déterminiez la quote-part de l'immobilier dans cette société, en fait, vous aviez une assiette, si je puis dire, de déduction qui était plus large. Et ce qu'on vous dit maintenant, c'est que s'il y a une dette
bancaire, eh bien on ne va proratiser la dette bancaire qu'à hauteur de ce qui est effectivement afférent à l'immobilier, et pas aux dettes bancaires qui concerneraient d'autres biens. Parce que ça provient, je le répète, du calcul de cet IFI. Le calcul de cet IFI, c'est la détermination de la valeur de la société, tout confondu. La quantité d'immobilier versus la valeur de la société, mais la valeur de la société, elle tient compte de tous les passifs. Ce qui veut dire que maintenant, vous devriez faire une valeur de la société en ne tenant compte évidemment des actifs de la société, mais vous ne tenez pas compte des passifs qui ne sont pas afférents à l'immobilier. C'est une aberration quand on réfléchit. C'est pas une aberration. Non, c'est pas une aberration. Ça va coûter plus cher, mais c'est pas une aberration. Ah oui. On peut juger que l'IFI est une aberration, mais ça, c'est pas une aberration. Bon. C'est pas une aberration. Sinon, qu'est-ce que nous dit Bercy sur tout ça? Bercy nous dit que ce dispositif il va être mis en place a priori dès le 1er janvier. Bon, le ministère n'a pas encore dévoilé les contours du système, puisqu'il va falloir différencier la dette sociétale déductible de celle qui n'est pas déductible. Il y aura des éléments de calcul à nouveau qui vont être à nouveau compliqués. Ça, on ne sait pas comment ça va se déterminer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, comme c'est introduit là, le 13 octobre, l'amendement, on va passer en 49.3, il est possible que ça passe. D'ailleurs, ça a été retenu. C'est pas, vous savez, la différence entre la proposition de loi, ça vient des parlementaires, mais ça, c'est repris dans la loi elle-même par le gouvernement, donc il l'admet, donc il veut le faire passer. Et ce qui veut dire que, à partir du 1er janvier, c'est-à-dire les actifs et les passifs du 1er janvier pour la déclaration qu'on fera en mai-juin, eh bien rentreront dans le système. Et donc ça il y aura encore des déconvenus. À la marge, non Non, c'est pas tout à fait à la marge. Non, je pense c'est une question que je pose. Pour des sociétés civiles classiques, la société du bon père de famille ou de la bonne mère de famille, c'est pas très ennuyeux. Mais quand vous avez une société, et on l'a vu pour des groupes familiaux qui détenaient des participations importantes dans les groupes industriels, parfois vous avez de l'immobilier qui est logé dans les filiales tout à fait au bout du monde, qu'on ne voyait pas avant, puisqu'on considérait que l'actif total était un actif exonéré au titre de l'IFI, de l'impôt sur la fortune, comme étant un outil professionnel exonéré. Mais on a dit maintenant, l'ISF, l'IFI concernant les biens immeubles qui ne sont pas affectés à l'entreprise doivent être taxés. Donc si vous avez acheté 10 immeubles pour y loger même du personnel, eh bien on va considérer que ça va être taxable. Et si c'est tout à fait au fond et que vous avez une litanie et encore un empilement de passifs, eh bien on va réduire le passif pour aller taxer uniquement le bien, mais avec en passif uniquement ce qui correspond à ce bien. Et là, il va y avoir encore des déconvenus, il va y avoir des valeurs qui vont être importantes. L'explication, conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.